le CICB s'y engage. Bienvenue au centre, bienvenue chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La justice malienne est-elle en train de reprendre du poil de la bête? Tout porte à le croire au vu des récentes actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Ceci au moment où l'appareil judiciaire se réorganise et la justice malienne se dote d'une accepté de répondre à notre invitation pour nous éclairer sur les mesures en cours pour que la justice malienne joue pleinement son rôle et soit en phase avec les attentes de la population. Merci donc, Monsieur le Ministre, d'être sur notre plateau. Vous avez la réputation d'un homme intègre. Merci d'abord de nous offrir l'occasion d'avoir expliqué et s'expliquer par rapport à l'opinion nationale sur le sujet des si j'ai reçu des instructions en prenant le ministre du gouvernement Boubou Cissé a eu à dire Monsieur le garde des Sceaux, je ne veux plus que les Maliens se rendent à leur justice aient peur au ventre. Ça veut tout dire et cela nous sert au jeu. Quand les Maliens ne doivent pas avoir peur de leur justice, cela veut dire d'abord que la justice est accessible, que la justice est impartiale, que la justice est rendue. La justice sous Malik Coulibaly travaille sans ingérence politique, sans pression aucune. Nous n'avons à ce jour enregistré, et je vais être clair là-dessus, aucune ingérence indue dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire venant de après la défense, la sécurité, on a l'impression que c'est un phénomène de mode. La loi d'orientation et de programmation, c'est une recette miracle pour que les choses avancent. Il faut d'abord avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que cela procède de la vision du chef de l'État qui, à l'occasion de la rentrée judiciaire de 2018, a eu à instruire le gouvernement à adopter une loi d'orientation et de programmation. Je vais être clair là-dessus, ce n'est pas un phénomène de mode. La loi d'orientation s'explique et nous pensons aujourd'hui qu'à terme, c'est-à-dire à l'horizon 2024, elle nous permettra d'atteindre des résultats significatifs, de mettre notre justice à hauteur de mission. C'est quoi? C'est plus une question de moyens ou une question de suite dans les idées? Tout y passe. Il y a les moyens, il y a aussi le fait que la loi de programmation met l'accent sur la redevabilité de la justice. Il est bon, il est utile, il est indispensable d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de la justice, mais à côté de cette amélioration, les acteurs de la justice doivent être redevables vis-à-vis du peuple au nom duquel la justice est rendue. L'efficacité de la justice, elle passe selon vous par cette loi? Bien sûr. La loi nous permettra des fonctionnements adaptés, acceptables, qui est prévu pour la justice. Nous osons penser que à terme, nous aurons une justice à hauteur de mission. Vous êtes engagé aussi dans un vaste mouvement de magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Quelles étaient les motivations derrière ces mouvements et derrière ces changements? La première motivation pourrait être une prise en main de l'appareil judiciaire. Et il faut rappeler aussi que nous avons observé une longue période sans qu'il y ait de mouvement de magistrats. Donc, d'où ces grands mouvements-là. Mais vous l'avez souligné, il fallait aussi rendre opérationnel un certain nombre de TI, des tribunaux d'instance, parce que théoriquement, pas à ce jour suffisamment de personnel pour transformer toutes les justices de paix en tribunaux d'instance. Donc, à la faveur de ce vaste mouvement, nous avons pu transformer 7 justices de paix en tribunaux d'instance. C'est plus de garanties d'instance. Désormais, nous avons la séparation des fonctions judiciaires, le parquet, l'instruction et le siège. Alors, quant au mouvement des hommes, est-ce à dire que quand les... Vous pouvez être un bon médecin, vous entendre pendant 20 ans, 30 ans avec vos patients. Vous pouvez être un bon enseignant et vous entendre très bien avec vos étudiants, vos amis sur le professionnel. Passons à la lutte contre la corruption, Monsieur le ministre, et la délinquance financière avec les arrestations qui ont eu lieu ces derniers temps et qui ont fait couler beaucoup de salive. D'abord, donner l'assurance que ce n'est pas un feu de paille. Ce n'est pas du spectacle. Effectivement, quand on a commencé véritablement à dérouler notre stratégie de lutte contre la corruption, certains de mes amis m'ont approché pour me demander, Monsieur le garde des Sceaux, nous souhaiterons toutes les semaines un gros poisson. J'ai dit une comparaison de livrer toutes les semaines un gros poisson. Donc nous travaillons dans la durée
Nous travaillons avec objectivité, avec rigueur. Ce sont là des instructions claires du président de la République qui nous a dit allez-y jusqu'au bout, mais pas d'acharnement. Nous travaillons dans ces lignes-là et nous faisons en sorte que on puisse avoir un peu de retenue par rapport à la chose publique. L'objectif, c'est récupérer des fonds pour renflouer les caisses ou alors décourager ces pratiques ou tout simplement vous cherchez des têtes? Au regard de l'état de déliquescence de notre État, au regard du mauvais rôle joué par la délinquance financière dans cet état de déliquescence, ne pas combattre énergiquement la corruption de nos jours, ce n'est pas de l'irresponsabilité, je le dis et je l'assume, c'est de l'ignominie. Il faut donc, en tant que gouvernement responsable, engager de façon énergique, de façon déterminée, cette lutte implacable contre la corruption qui n'est dirigée contre personne, ni au profit de personne, mais faire en sorte que dans notre pays, nous puissions avoir un autre regard, nous puissions avoir une autre lutte contre la corruption. J'ai retenu cette déclaration d'un avocat, vous parliez tout à l'heure de gros poissons, il dit, je cite, les gros poissons sont protégés par la loi. Il parle notamment d'obstacles structurels, légaux et même constitutionnels au travail du parquet et des juges d'instruction. Qu'en pensez-vous? Et d'immunité des juridictions qui nous empêchent de frapper vite et avec toute la rigueur qu'il faut. Donc, dans le cadre des privilèges de juridiction, par exemple, ce qui est reconnu aux maires, aux officiers de police judiciaire, la relecture du code de procédure pénale de la haute cour, quelles que soient les infractions en cause, quand ces infractions sont commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il faudrait, dans le cadre prochain de la révision, si on arrivait à cela, on aura rendu chaque fois qu'il s'agit d'infractions en matière économique. Parlons d'une affaire concrète qui a défrayé la chronique ces derniers temps, celle dite des avions cloués au sol. Est-ce que la raison d'État a pris ou prendra le dessus sur la justice dans ce dossier particulier? Non seulement très prochainement, l'opinion sera informée ou prendra connaissance des suites de l'évolution de ce dossier-là. Mais aussi, nous avons remis au goût du jour un autre dossier d'acquisition d'avions, notamment l'avion présidentiel et le dossier d'équipement. Nous avons décidé, avec le courage et la détermination qu'il faut, de magouille, de mauvaise gouvernance, quand il s'agit de la vie de nos hommes sur le terrain. Alors, certains citoyens se demandent aujourd'hui pourquoi la justice va plutôt fouiller dans les affaires de 2010, 2012, au lieu d'être dans des affaires, par exemple, de cette année. Qu'est-ce que vous répondez? Nous sommes sur tous les fronts. Tant qu'il n'y a pas prescription de l'action publique, nous agissons. Nous sommes dans les affaires de 2010 à ce jour, nous sommes aussi dans les affaires les plus récentes. Mais vous savez, le temps de la justice, ce n'est pas le temps du justiciable. Ce n'est pas le temps de l'opinion. La justice a besoin de sérénité, la justice a besoin d'évoluer avec toutes les garanties qu'il faut. Mais je peux vous assurer que la brigade du pôle économique de Bamako met au quotidien faire en sorte que la justice répressive puisse donner la réponse pénale appropriée. Vous avez sans doute eu vent de cette passe d'armes entre l'OCLEI et le SENTAD sur cette question. Sur cet aspect, des négociations sont en cours pour arriver à une formule consensuelle. Mais l'OCLEI, le président de l'OCLEI a informé l'opinion de la saisine de l'institution judiciaire de 3 dossiers. Et d'ores et déjà, la justice a convoqué les personnes. La déclaration, qu'est-ce que vous en pensez? Le conflit entre SENTAD et OCLEI? C'est une des revendications qui est en cours de traitement. Mais mon opinion est qu'il faut élargir la déclaration à des pratiques de corruption et autres. La multiplication, monsieur le ministre, des services de ce genre aujourd'hui, est-ce que c'est un atout ou finalement un handicap quand même en matière de lutte contre la corruption au Mali? La vie ou de lutte contre la délinquance financière, je pense qu'à terme, on pourra évoluer vers cette rationalisation-là pour être plus efficace. Mais de nos jours, chacune de ces structures a son rôle à jouer et joue ses rôles non tracés. Chacun, dans son domaine de compétences, évolue dans son couloir. Monsieur le ministre, sans s'ignorer pour autant. D'accord. Parlons de cette affaire ministère public contre Fousseni Diarra et autres, communément appelée affaire Amadou Aïe. Les prochains jours de l'ex-chef de la junte et co-détenu notamment. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce procès a une histoire. Et pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'il faut rappeler ce que jour de débat, la cour d'assises a renvoyé, le président a renvoyé l'affaire à la prochaine session depuis janvier 2018. D'un côté, nous avons des victimes usées
qui légitimement ont cette soif de justice. Au surplus, certains sont en détention, heureusement retrouvés avec une contrainte politique, c'est que un des membres du gouvernement se trouve être à apparaître. Le ministre Dembélé a présenté sa démission. Et tout avait été entrepris. Nous-mêmes, nous avions sollicité, et à l'analyse, nous nous sommes rendus compte que nous courons un gros risque en allant à ces procès-là, parce que nul ne peut contester aujourd'hui le rôle prééminent que aller à ces procès-là. C'est d'abord le démettre du gouvernement, même s'il avait démissionné, mais comme on dit en droit, périsse un principe plutôt que périsse l'État. Donc, il faut se dire une chose, il n'y a pas la justice. C'est pour cela qu'en toute responsabilité, nous avons sollicité du parquet général que le procès puisse être reporté. Et là-dessus, je voudrais déplorer d'avoir annoncé le report. Il n'en est rien. Vous ne trouverez dans aucun document au Mali le gouvernement et le ministre Sangaré, sur son tweet personnel, voulant informer son propre réseau d'amis, a pris les mots de la communication, du surcroît porte-parole du gouvernement communique, c'est le gouvernement qui communique. Non, quand le gouvernement communique, le ministre dit, quand il communique pour le gouvernement, il dit, il a parlé du gouvernement. Il n'a pas signé en tant que porte-parole du gouvernement, c'est un tweet qu'il a publié sur son réseau personnel. L'amalgame a été fait, c'est regrettable, mais il n'en est rien. Le gouvernement n'a jamais communiqué sur ces reports-là. C'est M. Sangaré, en tant qu'individu, qui a tweeté pour informer, parce qu'il était harcelé par beaucoup de personnes. Est-ce que les reports, est-ce que c'est des rumeurs? Il a cru devoir informer son propre réseau, mais ce n'est pas une communication gouvernementale. De victimes qui demandent justice, quelle sera la conduite que vous allez tenir dans ce dossier? Et vous n'avez pas répondu à la question sur les rumeurs concernant la libération dans les prochains jours de M. Sanogo. Je suis ministre de la Justice et ministre des Droits de l'Homme, donc soucieux des droits de l'homme. Et en la matière, les droits de l'homme sont en cause du côté des victimes. Nous nous sommes préoccupés de ce droit-là en allant dans le sens d'un processus d'indemnisation. Pour ce qui est des détenus, des accusés en détention, c'était leur droit de demander la mise en liberté en attendant le procès. Et la chambre d'accusation juridiction, qui est saisie du dossier, va rendre son délibéré. L'affaire a été débattue le lundi. Plaise à Dieu, mardi, la semaine prochaine, nous aurons les délibérés. Est-ce qu'il faut comprendre que mardi prochain, ils seront libérés? Ce n'est pas au garde des Sceaux de dire qu'ils seront libérés. Cette décision appartient en toute souveraineté à la chambre d'accusation qui a mis l'affaire en délibéré et qui va faire connaître son délibéré le jour venu. Mais puisque tout le monde dit qu'ils seront libérés, pourquoi le garde des Sceaux ne confirme pas? Le garde des Sceaux ne peut pas confirmer qu'ils seront libérés parce que ce n'est pas le garde des Sceaux qui délibère, c'est la chambre d'accusation des magistrats indépendants qui ne peuvent, dans cette République, recevoir aucune injonction de la part du garde des Sceaux. Et je voudrais rassurer sur le respect religieux que nous avons de l'indépendance de la justice. Le jeu est narcissique. Je ne peux pas, à 30 et quelques années, renoncer à l'une des plus belles carrières de la magistrature et aujourd'hui me prémunir du drapeau des champions de celui qui bafoue l'indépendance de la justice. C'est une conviction forte que la justice doit être indépendante et nous travaillons à cela. Certains estiment aujourd'hui que quelqu'un a peur finalement de ce procès. Qui a peur de ce procès? Il n'y a nulle peur de ce procès-là. Je le dis et je le répète. C'est pour des considérations de cohésion au sein des forces armées, eu égard au rôle éminemment important que l'individu, le ministre Daïrou Dembélé, joue aujourd'hui au sein de notre armée, que nous nous sommes dit l'enlever pour un procès pourrait être une chose qui peut nous exposer à des dérives et nous ne voulons pas qu'il arrive des dérives à ces pays. C'est pour cela qu'en toute responsabilité, nous avons sollicité, sans décider du report, nous avons sollicité du parquet général qui, en concertation avec la Cour d'appel, le président de la Cour d'appel a décidé du report. Alors passons à un autre sujet, monsieur le ministre, l'administration pénitentiaire. Vous avez transféré en 2019 un nombre important de prisonniers à la maison d'arrêt de Kenyerouba, suscitant là aussi la colère des surveillants de prison. Ils l'ont affirmé en son temps, travaux inachevés, pas de poste de sécurité, pas de toilettes, pas de centre de santé. Incompréhensible, disait-il, de la part d'un défenseur des droits de l'homme. Si, cela est compréhensible. Je peux comprendre les... Vous savez, à ce jour 22 janvier, nous avons 2640 détenus à la grande prison de Bamako, 440 à Kenyerouba. Le tout cumulé nous donne 2900. On a battu, opérationnalisé 2 quartiers et nous y avons transféré 440 détenus. Imaginez que nous avions les 440 détenus en plus des 2600 que nous avons aujourd'hui, ce serait autrement. De l'homme, ils sont respectés.
Les droits de l'homme, c'est un processus. Même dans les pays qui passent pour être des champions de ces droits-là, nous à les juguler. Nous employons les juguler en rendant opérationnelle l'une des plus grandes prisons de l'Afrique de l'Ouest, Kenyoroba. Conçue à l'origine pour 400 détenus, nous y incarcérons 2640. Qui, en dépit du Premier ministre, qui en dépit des difficultés économiques qui sont les nôtres, ont toujours répondu à nos sollicitations d'accueil avec beaucoup de conditions pour respecter les droits humains des détenus. Parlons de Nyono. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositions particulières pour protéger cette prison qui finalement, on peut se dire, devient une cible pour les terroristes? Oui, nous avons eu la bonne réaction. Déjà, il y avait un dispositif en place qui a pu apporter la riposte à cette attaque-là. Ils ont bénéficié d'une promotion des grades. Mais à la suite de cette attaque-là, le dispositif a été davantage renforcé par la garde nationale. Nous prions Dieu qu'il puisse mettre à l'abri tous nos établissements pénitentiaires à l'abri d'attaques venant des terroristes. Parlons de circulation routière, Monsieur le ministre. Vous avez remis des lots de quitanciers et autres reçus à la direction de la police nationale pour verbaliser les citoyens en cas donc d'infraction. Ce n'est pas directement de la justice. C'est intérêt de la justice et des droits de l'homme. Parce que l'objectif premier... La police relève de notre département. J'en viens. L'objectif premier de ces quitanciers-là, c'est de lutter contre l'insécurité routière. Ce n'est pas pour recouvrer des fonds. Ce n'est pas pour recouvrer des fonds. Aujourd'hui, quand vous quittez chez vous, vous rendez au travail et rentrez chez vous indemne, vous ne vous en apercevez pas, mais il faut rendre grâce à Dieu. Cela est dû à l'indiscipline. Cela est dû à l'impunité. Et l'impunité est due au fait que chacun compte pouvoir corrompre les policiers avec un petit billet de 1000 francs. Nous nous sommes dit qu'il fallait rendre effective la sanction pénale. C'est en cela que ça concerne la justice, mais ça concerne aussi les droits de l'homme. Parce qu'il s'agit de enregistrer quand même une rentrée d'amende de l'ordre de 70 millions. Je pense que dans ce domaine de contravention de la circulation routière, on n'a pas fait plus en 50 ans, 59 ans. Donc finalement, vous cherchez de l'argent quand même? Non, c'est pour vous expliquer. C'est la série sur le gâteau des fonds. C'est insignifiant, 70 millions, de ce point de vue-là. Mais quand vous prenez votre moto, vous vous dites, si les policiers m'attrapent, je ne peux pas négocier avec 1000 francs ou 500. Il me faut payer dans les 6 000, 5 000. Maliens, sous votre conduite, compte aller jusqu'au bout du bout, dans la mesure du possible. Mais soyez sûrs de notre détermination, de notre engagement sans faille, sous l'impulsion clairvoyante du président de la République, du Premier ministre. Nous comptons aller jusqu'au bout avec détermination parce que nous n'avons même pas le choix. Vous avez un état de dénuement terrible de notre justice et qui dit aussi que le changement dépendra du changement de comportement aussi des magistrats. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et la loi de programmation s'inscrit parfaitement dans cette ligne-là. Nous avons augmenté le budget. En 2019, le budget de la justice était de 25 milliards. 2020, le budget est de 30 milliards. En 2024, à l'usure, comme par exemple l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des membres non magistrats pour combattre le sentiment de corporatisme. Mais cette réforme-là, nous ne l'enclenchons pas contre les acteurs de la justice, contre les magistrats, mais c'est avec eux. S'il y a une catégorie professionnelle qui gagne aujourd'hui à ce que la justice ait du crédit, c'est d'abord les acteurs de la justice. On vous donne aujourd'hui l'occasion de vous adresser directement au justiciable malien. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous lui dites? De faire confiance à la justice, d'exercer les voies de recours. Répéter ce que disait Yering, c'est que le droit de tous ne sera respecté que si chacun tient à ce que le sien le soit. On n'a pas toujours cette hargne au Mali de se battre pour ses droits. Il faut se battre pour ses droits. Il faut se battre pour ses droits à la régulière. Il faut avoir confiance à la justice et il faudrait aussi que de l'autre côté, les acteurs de la justice puissent comprendre le cri de cœur de nos populations parce que nous n'avons pas le choix. Dans l'avènement et l'exacerbation de la crise que nous connaissons depuis 2012, la justice a joué un mauvais rôle. Mais dans le relèvement de cette crise-là, la justice est appelée à jouer un rôle de premier plan. Moi, j'en suis conscient des limites qui sont les nôtres, mais avec la détermination, avec le courage, avec l'accompagnement des plus hautes autorités de ces pays, je pense que nous pouvons aller de l'avant. Et en tout état de cause, nous n'avons pas le choix. Un État tient par sa justice. Le Mali tient par sa justice parce que le Mali ne fait pas exception à la règle. Vous nous demandez de faire confiance au ministre Coulibaly ou à l'appareil judiciaire?
Le ministre Koulibaly n'est pas dans la distribution de la justice. Il est derrière, il est dans l'administration de la justice. Mais l'administration, elle aussi, conditionne la distribution de la justice. Donc faites confiance au ministre Koulibaly, faites confiance aux acteurs de la justice, faites confiance à vous autres justiciables. Et battons-nous chacun dans son couloir sans s'ignorer à ce que... Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité de la semaine. Bonne suite de programme sur le RTM. Cocher des cases. Répondre à des exigences.